Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 10e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Geoscience. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le départ, merci beaucoup à tous pour vos encouragements. Merci de partager nos publications. Merci de liker nos publications. Merci d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui viennent de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à faire ces 3 petits éléments. Partage, like, commentaire. Cela nous aide beaucoup. Et puis, ça encourage l'algorithme Facebook à promouvoir nos produits et nos contenus à différentes personnes qui, comme vous aussi, souhaiteraient participer à ce challenge. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'importance des statistiques de base, c'est-à-dire des éléments fondamentaux tels que l'échantillon, les statistiques, les paramètres, la population. Donc aujourd'hui, nous allons voir les types de variables, et quelles sont leurs importances d'un point de vue statistique. Donc quand on parle des types de variables, nous allons parler des variables qualitatives, des variables quantitatives, et nous allons essayer de prendre directement des exemples pratiques qui vont nous permettre de mieux comprendre comment est-ce que nous pouvons interpréter donc chacun de ces calculs. Let's go, sans plus tarder, donc entrons dans le vif du sujet. Alors, on va dire quoi? Les types de variables statistiques avec des codes Python. Là, on va débuter par les variables qualitatives. Donc, quand on parle par exemple de variables qualitatives, quantitatives, bien évidemment, nous avons les variables continues qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans une plage donnée. Donc, par exemple, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous allons importer les bibliothèques, logiquement. Après, par la suite, donc, nous allons essayer de créer donc un data frame avec des variables quantitatives de façon continue. Et donc là, le data frame que nous allons créer, il est assez simple. On crée un data frame de température. Et donc, on va mettre différentes températures telles que vous pouvez le constater sur ce diagramme. Par la suite, donc, nous allons tout simplement afficher avec cette courbe quelques éléments constitutifs pour permettre de voir aussi. Après, nous allons effectuer une mesure des tendances centrales. Quand on parle de mesure des tendances centrales, nous avons principalement donc 3 éléments qui nous sont importants pour les mesures des tendances centrales, à savoir la moyenne, la médiane et le mode. Et puis maintenant, nous avons effectué des calculs simples au niveau des mesures de dispersion. Nous allons calculer la variance, l'écart type et l'amplitude. Et ensuite, donc, effectuer donc un graphe d'histogramme des valeurs représentatives qui sont dans notre base de données. Alors, sans plus tarder, je peux peut-être effectuer une légère augmentation de cette database. Légère augmentation de cette database et 2-3 petites modifications. Donc, si c'est fait, on compile là simplement. Voilà le résultat. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la moyenne, effectivement. On a la médiane. On a le mode. On a, après le mode, il y a on va dire quoi, la variance, l'écart type, l'amplitude qui sont définis. Ce sont des calculs simples, hein, mais ce sont des calculs qui sont importants, surtout lorsqu'on effectue une analyse exploratoire des données. Donc là, nous sommes sur les types de variables. Alors, une fois que c'est fait, on va essayer de effectuer des variables, des calculs sur des variables discrètes. On peut prendre uniquement des valeurs entières. Quand on parle des variables discrètes, la première des choses, c'est qu'on va essayer de créer un data frame sur des nombres fossiles, par exemple, que nous allons énumérer là. Et là, on va toujours effectuer les statistiques de base comme vous pouvez les rencontrer, la moyenne, la médiane, le mode, la variance, l'écart type et l'amplitude. Et puis effectuer une simple, on affiche tout simplement, on peut augmenter cette data. Et le calcul que nous sommes en train de faire, vous pouvez le faire avec n'importe quelle de vos données. Par exemple, n'importe desquelles des données, hein. Même les données que vous avez, on va dire ça comment, tout simplement importer avec un fichier Excel, CSV, ça passe aussi simplement. Donc là, on a les statistiques et puis on a l'histogramme qui est généré tout simplement. Donc maintenant, si on parle des variables catégorielles, principalement quand on parle des variables catégorielles, on a aussi deux types, ou alors deux types. On a les variables nominales.
qui représente les catégories distinctes sans ordre particulier. Donc, principalement là, on peut faire appel à la création d'un data frame avec une variable catégorielle nominale. Ici, j'ai choisi par exemple de prendre des éléments de la nomination des roches, le grès, le schiste, le calcaire, le granit, le basalte. Donc là, voilà des éléments comme cela. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est d'effectuer une répartition des fréquences, de déterminer quelles sont les différentes fréquences d'apparition de ces éléments, de ces types de roches-là dans notre base de données. Par la suite, donc, nous allons essayer d'effectuer une représentation graphique de différents types et effectuer un diagramme en barre pour ces différents éléments-là. Un diagramme en barre que nous allons matérialiser. Bon, je peux faire une légère augmentation aussi. On va dire ça comment? Et je souhaiterais que ça se retrouve un peu plus de fois. Donc là, je vais faire ça. Puis je vais venir ici avec. Et là, je peux encore ajouter, hein. Ok, donc là, on va voir combien d'occurrences est-ce qu'on peut avoir dans ce code. Donc, on a le calcaire qui vient 3 fois, le granit 3 fois, le basalte 3 fois, le grès 1 fois, le schiste 1 fois. Donc là, c'est effectivement ça. Et puis, on a un diagramme en bas qui nous permet de matérialiser le calcaire, le granit, le basalte, le grès et le schiste. Donc, n'hésitez pas à faire ce calcul si vous avez plusieurs éléments dans votre base de données. Un diagramme en bas est important pour nous permettre d'observer la distribution, alors le nombre, la fréquence d'observation de certains paramètres. Donc, on a nominal et ordinal. Donc, ordinal permet donc de représenter les différentes catégories. Donc là, créer par exemple un data frame avec une variable catégorielle ordinale telle que le degré d'altération qui peut être faible, modéré, élevé ou très élevé. Donc là, on a créé le data frame de façon simple, df, et puis bon, on va essayer d'afficher donc le décompte comme nous avons fait précédemment pour les autres éléments nominaux. Et nous allons essayer de faire un diagramme en barre aussi ici et observer comment est-ce que les paramètres pouvaient être utilisés à bon escient. Donc là, on peut compiler et puis on a le nombre d'occurrences qui reviennent une fois pour chacun des paramètres et le diagramme en bas qui est matérialisé. Alors, on peut effectuer maintenant des variables quantitatives de façon continue toujours, telles que des nuages de points. Des nuages de points qui peuvent permettre de déterminer, comme je disais tantôt dans les précédentes vidéos, étudier comment est-ce que les données sont dispatchées dans la, c'est-à-dire de permettre d'étudier la variation d'un paramètre en fonction d'un autre. Et donc là, si on compile, on peut effectivement, on a créé une base de données ici, de façon des données quantitatives, hein, de température et de pression. Les voici comme vous pouvez le constater. Ce diagramme, donc, on va donc tracer un diagramme d'un nuage de points qui va nous permettre ici de matérialiser donc les températures en fonction des pressions. Comment est-ce que la température varie en fonction de la pression? Et là, on effectue un nuage de points que vous voyez là. On a donc les pressions qui varient en fonction des températures. Comment est-ce que la pression varie en fonction de la température? On se rend effectivement compte que plus la température augmente, plus la pression augmente. Et là, ce n'est que normal en fait. Maintenant, on peut effectuer un diagramme de corrélation, une matrice de corrélation, nous permettant d'étudier la corrélation qui peut être capable de lier la température avec la pression et l'humidité. Voilà un data frame qui a été créé, donc matérialisant donc toutes ces informations-là. Donc cela va nous permettre, on va ressortir au travers de cette fonction. On va essayer de calculer, vous voyez, effectivement, on ressort la corrélation. Vous vous rendez compte que on a une corrélation entre la température et la température qui est donc demande de 1. Donc, ce n'est que normal. S'il n'y a pas ça, c'est que le travail que vous avez effectué n'est pas bon parce que, en réalité, la température doit recoller à 100% de la température. Et maintenant, en termes de pression, on a donc différents éléments là. Donc, on se rend compte qu'il y a un très fort taux de pourcentage entre ces paramètres-là. Donc là, et la pression aussi un peu élevée avec l'humidité. Alors, on poursuit là-bas. On peut maintenant prendre, par exemple, les diagrammes en bas. C'est ce qu'on fait depuis là, comme on a fait avec le nombre fossile et tout, vous connaissez déjà. Oui, si on prend d'autres éléments, voilà. Toujours dans les variables catégorielles, on peut utiliser, par exemple, des diagrammes de secteur. Des diagrammes de secteur qui nous permettent ici de matérialiser, comme le diagramme de Camembert qui nous permet d'avoir cette répartition et permettre, on peut même afficher des statistiques à l'intérieur, c'est-à-dire les pourcentages directement à l'intérieur de ces graphes. C'est une possibilité, donc il ne faut pas vraiment se limiter. N'hésitez pas à partir
vous documenter dessus et à chercher pour savoir comment est-ce que cela peut se passer en fonction des différents éléments que vous choisissez. Donc, les diagrammes empiriques aussi nous permettent de créer des data frames avec deux variables catégorielles telles que les types de roches et là, les types. On a deux variables catégorielles, hein, et puis on peut maintenant créer un diagramme en barre empilé. Donc, ça va nous permettre donc d'obtenir donc avec ces lignes de code là, en compilant tout simplement, on obtient le graphe que vous voyez qui est ici. Par exemple, on va classer les types de roches en fonction de leur emplacement dans les carrières. Donc là, on a le nombre d'échantillons et là, on a les différentes carrières et les types de roches mélangés. Donc là, les couleurs principalement matérialisent les carrières et les roches sont en bas. Donc, on voit directement, par exemple, quand on voit le basalte ici, on voit que c'est présenté dans la carrière B ainsi que le schiste. Et ainsi de suite. L'analyse peut être effectuée sur tous les autres éléments. On a l'analyse des variables quantitatives, dont la mesure des tendances centrales principalement. Donc, nous avons eu à parler de ça. Ça nous permet d'avoir des éléments tels que la température, la moyenne et tout. Donc, la moyenne, quoi. On peut calculer la moyenne et avoir le résultat. On peut calculer la médiane, qui est l'élément de la tendance centrale, le mode, qui est l'élément de la tendance centrale. La variance, ce sont qui sont des calculs, des variances, on va dire comment, des mesures de dispersion, l'écart type et l'amplitude. On a l'histogramme qu'on peut créer effectivement. Voilà donc quelques éléments de base. Maintenant, j'allais oublier le box plot. On a aussi le box plot qui nous permet entre autres donc d'avoir ces éléments. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Et le box plot nous permet d'avoir non seulement la médiane, le minimum ici en bas, le maximum là et l'intervalle interquartile. Donc là et là, dans le premier et le troisième quartile. Dans cette optique là donc Inéo vient de ça part et ça vient, on va faire comment ce pays. Donc là ça nous permet donc d'avoir tous ces éléments-ci. Donc voilà, ça, nous avons pratiquement fini avec ça. Dans la prochaine vidéo, donc, nous allons entrer encore plus en profondeur avec les statistiques. Donc ici principalement, il était question pour nous de voir les types de variables, comment est-ce qu'elles peuvent être traitées, quels sont les éléments visuels qu'on peut appliquer et en fonction de ça, donc comment est-ce qu'on peut les interpréter. Donc, je vous remercie tous pour tous ceux qui nous suivent depuis le départ. Et pour ceux qui viennent de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à partager nos publications et à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par rapport au calcul que nous sommes en train de mener. Dans les prochaines vidéos, nous promettons de continuer dans ce sens-là et de respecter notre challenge. Nous sommes aujourd'hui au 10e jour de ce challenge, donc il nous reste 90 jours à continuer à poster une vidéo chaque jour pour permettre à tout un chacun de quitter de 0 à 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on se dit à la prochaine.